Je vous le disais, Olivier Cadic est avec nous sur ce plateau. Combien de kilomètres au compteur, Olivier Cadic? Ah ça, je ne compte pas. C'est la question piège. Vous avez vécu, vous vivez toujours en Angleterre, très précisément à Londres. À Canterbury, à Canterbury. En fait, la campagne anglaise. Ça fait 20 ans. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter la France? Bon, c'est une longue histoire, mais je faisais partie avec mon entreprise des premières entreprises d'électronique confrontées à la mondialisation. On venait d'ouvrir les frontières de l'Union européenne. On me demandait d'être compétitif et si mon entreprise voulait survivre dans cet environnement, elle n'avait pas d'autre solution que de déménager pour avoir des charges sociales plus basses. On va y revenir parce que finalement, ce débat que vous avez eu il y a 20 ans, il ressurgit encore là depuis des semaines et depuis des années maintenant entre la France et la Grande-Bretagne, ou même avec les autres pays européens. Mais en fait, c'est un problème de compétitivité, en fait. C'est intéressant. Il y a 20 ans, je suis parti, il y avait ce problème de charge patronale. Déjà à l'époque, Jean Arthuis avait dit qu'il fallait transférer... Ancien sénateur. Absolument, ancien sénateur, ancien président de la Commission Finances, avait dit qu'il fallait transférer les charges sociales de la production donc de l'entreprise, des charges sociales sur les salaires vers la consommation, donc une TVA. Ça n'a pas été fait. On voit que 20 ans plus tard, le problème reste entier. Notre problème de compétitivité du travail reste entière. Et donc, c'est pour ça que, revenu au Sénat, élu au Sénat, j'ai décidé de siéger à la Commission des Affaires sociales pour influer et faire baisser ces charges sociales. Ah, vous avez vu en ce moment il y a ce grand débat autour du rapport qui a remis l'ancien sénateur, lui aussi, Robert Badinter. On ne touchera pas aux 35 heures, on ne touche pas au SMIC, on touche quasiment à rien. En tout cas, tel que le rapport a été préconisé, il y a 61 mesures. Est-ce que ça vous satisfait ou est-ce qu'au contraire, vous dites, oh là là, on n'est pas prêt de bouger en France? Là, on parle du Code du travail. Je pense que la vraie difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'en France, qu'on vit dans un endroit où on ne serait pas confronté aux mêmes problèmes que les autres. On pourrait organiser le droit du travail, un droit du travail à nous, et puis finalement les entreprises françaises, malgré tout, pourront être compétitives internationalement. Non. Il y a le droit du travail, il y a le droit des salariés. Le droit des travailleurs, c'est surtout ça sur lequel Robert Badinter... Dans tous les pays, les travailleurs ont des droits. Dans tous les pays. On a l'impression... Certains peut-être moins que d'autres, même dans certains pays européens. Je parle de l'Espagne très dernièrement. En France, il y a des salariés qui sont très protégés. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas beaucoup. Donc il y en a qui sont dans une tour d'ivoire, qui sont comme dans un donjon, qui veulent absolument garder leurs avantages. Tout le monde n'a pas les mêmes droits en France. C'est pas tout à fait l'égalité républicaine. Et c'est contre ça, justement, c'est en faveur d'une égalité républicaine que j'aimerais militer. Alors justement, parce que vous parcourez le monde, qu'est-ce qu'on dit de nous à l'étranger et au niveau européen, parce que vous faites cette tournée européenne actuellement, qu'est-ce qu'on dit de nous aujourd'hui? Le bon côté, c'est qu'on a toujours, on fait toujours rêver sous un certain angle. Il y a toujours une part de bonne nouvelle. Il y a toujours ce côté-là affectif, il y a toujours cette idée-là. La grande difficulté, c'est qu'en termes de business, par contre, on commence à avoir une image de has-been. Et ça, c'est vraiment un danger. C'est-à-dire on en revient toujours sur nos fondamentaux, qui sont le tourisme, nos châteaux. Et je crois qu'il est important aujourd'hui... Est-ce que vous êtes sûr, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'high-tech, on voit que quand on va faire un grand salon à Las Vegas, quand Emmanuel Macron va sur place, on dit que la France, oh là là, il y a plein de nouveautés, il se passe plein de choses, on a plein de talents. Oui, mais encore une fois, ça, c'est les Français qui parlent. Si on va un petit peu partout, si on va à Amsterdam, j'étais à Amsterdam vendredi dernier, on voit avec qui se juge-t-il en concurrence. Ils se jugent en concurrence. Quelles sont les grandes villes? Ils mettent d'abord Londres. Ils ont mis en place 50 liaisons quotidiennes avec Londres. Donc ils sont directement en compétition avec ça. Ils parlent de Stockholm. Mais je ne les ai pas entendus citer Paris. Alors effectivement, à Paris, on fait des choses et on a pris conscience qu'il fallait rentrer dans la bagarre. On y est, on s'y met, mais il y a un certain nombre de problèmes que nous avons qui ne sont pas d'aujourd'hui, vous le disiez, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Il va falloir l'adresser, parce que je regrette de le dire, mais très vite on verra que ces start-up dont on parle, oui, dans 5 ans, dans 10 ans, elles ne seront plus là. Elles auront été vendues à d'autres qui sauront justement prendre avantage de cette... parce qu'ils ont les moyens financiers. Ils ont de lever l'argent pour pouvoir racheter des sociétés qui ne sont que sur un marché quand même limité. Has-been, ça c'est la façon dont on nous voit aujourd'hui à l'étranger, mais comment vous nous voyez? On commence à nous voir. On commence à nous voir. Mais absolument. Comment est-ce que vous nous voyez? Vous qui allez justement à travers le globe, vous jouez un peu le globe-trotteur, comment est-ce que vous nous voyez?
Moi, je vois la France avec ses qualités, ses défauts. Et je vends ses qualités. C'est pas facile alors. Je vends ses qualités. Non, mais encore une fois, moi je suis convaincu que la France a les ressources pour rebondir, sans aucun problème. Je crois que les barrières que nous avons peuvent être levées. On en parle aujourd'hui. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective. Et c'est ça, le rapport de M. Badinter, les propos de M. Macron vont aider dans ce sens, à la prise de conscience collective de toute une partie de la population pour dire ça suffit. Il faut bouger. Il faut avancer. Vous parcourez le monde, je ne cesse de le rappeler, parce que j'aimerais bien savoir comment vous vivez ça. Vous êtes toujours entre deux avions, peut-être quelque chose de plus personnel. Comment vous faites ? Il se trouve que j'ai été élu au moment où ma fille rentrait à l'université, qu'elle partait dans un autre pays et que donc mon entreprise, c'est une société que l'on gère avec ma compagne. Donc on est très mobile. En famille. On est très mobile, donc ça s'est passé au bon moment. Et c'est vrai qu'en termes de vie privée, ça commence à être très très réduit, mais c'est un honneur de représenter son pays, d'être sénateur, de représenter la France. Alors justement, c'est un vrai honneur, donc on compte pas son temps. Justement, comment est-ce que vous faites pour, quand vous êtes au Sénat, c'est quoi le travail d'un Français, d'un sénateur qui représente les Français du monde ? C'est d'être à l'écoute des Français qui sont aux quatre coins de la planète. Ouais. C'est pour ça que ça nécessite de voyager beaucoup, si on veut. Vous avez été élu par un collège de 400 à 500 personnes. Un collège de 520 grands électeurs. Et vous êtes 6 sénateurs qui représentent le monde. Qui sont élus tous les 3 ans. Nous sommes au total. On explique un petit peu à nos téléspectateurs. Nous sommes 12 sénateurs donc, qui représentons les Français établis hors de France. Le corps est renouvelé tous les 3 ans, donc par moitié. Donc 6 sénateurs sont élus par ce corps électoral. Il se trouve que j'étais numéro 3 d'une liste d'union UMP-UDI, donc je suis le seul sénateur UDI des Français de l'étranger, et que donc c'est pour ça que généralement le 6e sénateur finalement est élu à très très peu de voix. Votre commentaire le mentionnait, et donc notre travail c'est à la fois de siéger comme tous les sénateurs ici. Je pense que notre rôle c'est de donner un autre regard. C'est d'essayer de faire passer le message à nos Français, à nos collègues ici. Et aux ministres qui viennent pour les questions d'actualité, qui viennent représenter les textes. De la façon dont c'est vu, dont un sujet comme le droit du travail, par exemple, pour ce sujet-là, en septembre, je suis allé en Norvège, en Suède, au Danemark, en Irlande. J'ai rencontré les représentants des patronats, des syndicats locaux, pour justement regarder comment ils étaient organisés sur le droit du travail. Pareil en Suisse. Donc c'est un travail... Comment vous êtes réparti si on prend le globe, comment est-ce que vous vous êtes répartis entre sénateurs, entre ces 6 sénateurs ? Écoutez, pour ma part, puisque je suis tout seul au niveau de l'UDI, donc vous avez le monde comme territoire. Mais j'ai été élu aussi avec Christophe-André Frassa et Jacky Dromédy sur la même liste. Et je dirais que Jacky est élu d'Asie, donc moi je ne suis allé du coup qu'une fois en Asie. Christophe avait cette expérience, il avait déjà fait un mandat, donc il va plutôt sur l'Afrique et le Moyen-Orient, mais il va vraiment aussi partout comme moi. Donc on travaille quand même de façon un peu collégiale, autant faire que se peut, mais on n'est pas dans les mêmes commissions non plus. Donc Jacky, par exemple, et Christophe sont à la commission des lois, moi je suis aux affaires sociales. Donc on a quand même un travail un petit peu en équipe, mais on ne peut pas dire qu'on est pleinement au quotidien en train de dire où est-ce que tu vas demain. On a quand même une ligne de conduite aussi dans le travail de fond. Par exemple, moi c'est vraiment le droit du travail qui est un de mes chevaux de bataille. Donc c'est vrai que c'est ce qui me fait aller beaucoup en Europe, par exemple. Lors de vos rencontres sur le terrain en Europe, dans le monde entier, les Français qui sont établis hors de France, qu'est-ce qu'ils vous disent? Leurs difficultés au jour le jour? On parlait tout à l'heure de l'exemple de l'école, de la sécurité sociale. Parce que tout le monde en dit, j'ai envie de partir de France, mais est-ce que c'est si facile que ça quand on est installé ailleurs? Alors, c'est facile de partir de France et de s'installer ailleurs. Mais c'est facile de se le dire. Dans l'Union après, européenne, sur le terrain. ça c'est clair. Après, ça dépend des pays au niveau de l'accueil. J'ai envie de dire, ça dépend si vous êtes dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. En dehors de l'Union européenne, la principale problématique, c'est effectivement le social, puisqu'on n'a pas de sécurité sociale. Donc forcément, quel est le niveau du système de santé local? Il y a aussi la question, évidemment, du système éducatif. Les Français qui partent ne partent pas tous forcément en se disant « je pars pour toujours ». Donc c'est parfois l'idée, c'est de passer dans un pays, on peut aller dans un autre pays ou revenir. Donc on a cette mobilité à laquelle il faut travailler. Là, je vous parlais plus aussi de l'état d'esprit.
Parce qu'il y a une vraie difficulté. Il y a une sorte d'exil quand on s'en va. Les envies aussi de retour peuvent exister. Ou est-ce qu'en ce moment, on se dit, mais non, je suis bien là où je suis bien ailleurs, et la France, je ne veux plus en entendre parler? Non, je crois qu'il y a... On a fait... Vous entendez cette petite musique qui revient, hein? On a fait une étude à une époque sur les jeunes qui arrivaient avec un sac à dos à Londres. Et sur 3 jeunes qui arrivent, au bout de 3 ans, il y en a 1 sur 3 qui se sera servi de ça pour partir ailleurs. Donc il a appris l'anglais, il a voulu se conforter, une expérience à l'étranger. Il y en a un autre qui reviendra en France. Et un seul sur 3 sera toujours à Londres ou au Royaume-Uni au bout de 3 ans. Donc je pense qu'il y a une partie des Français qui va effectivement s'établir complètement. Il y a une partie des Français qui va se marier. Hein. J'étais en Bulgarie la semaine dernière. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Ma femme est bulgare, mais j'étais en Roumanie en septembre. Pourquoi vous êtes là? Parce que ma femme est roumaine. J'étais en Lituanie il y a 1 an. Pourquoi vous êtes là? Ma femme est lituanienne. Voilà, c'est des exemples. Donc le conjoint fait que... donc ça peut être, je parlais de la femme, mais ça peut être le mari, hein, ça peut être dans le sens inverse. Donc honnêtement, la raison, on ne peut pas dresser donc mettre un qualificatif en disant tous les Français de l'étranger rentrent dans ce moule-là. Certains partent pour revenir. Faut pas, encore une fois, faut pas dire non plus que les Français de l'étranger sont des exilés. Ils portent la France dans leur cœur. Bien souvent, ils sont très attachés. Le 14 juillet est très important. Je crois qu'il y a peu de Français en France qui chantent la Marseillaise comme des Français de l'étranger. On la porte vraiment avec nous. Et je crois que c'est ça le message qu'il faut faire passer, c'est que les Français de l'étranger n'ont pas tourné le dos à la France, bien au contraire. Olivier Cadic, il n'y a pas très longtemps, on s'était retrouvés ici sur ce même plateau. J'avais fait une interview de vous. À l'époque, on avait beaucoup parlé de cette affaire Air Cocaine. Ce sont 2 personnes qui sont parties, je ne sais pas si on peut dire enfuies, de Saint-Domingue. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce dossier? Vous aviez quelque peu participé un petit peu à cette affaire dans un sens où vous aviez aidé ces 2 personnes à partir. Aujourd'hui, sur le plan judiciaire, on en est où? Écoutez, je n'ai pas eu de contact directement avec la famille depuis les vœux, où je leur ai envoyé bien sûr mes vœux de prompte libération. À ma connaissance, ils sont toujours retenus en prison. Donc pour l'instant, je n'ai pas de commentaire à faire. Puisque c'est quelque chose que vous regrettez ou... Cette histoire, je regrette le début, je l'avais expliqué. Je regrette qu'une fois arrêté, il n'ait pas été protégé par les conventions de l'OACI qui disent que les pilotes ne sont pas responsables des bagages qui sont mis dans l'avion. Depuis, cette histoire a pris un tour médiatique très important. Et je crois que ce qu'il faut, c'est que la justice passe. Ils sont entendus. Il y a un juge qui est là. Je n'ai pas commenté donc un dossier de justice. Ce que je sais, c'est que pour ces 2 hommes, pour leur famille, je souhaite qu'ils soient effectivement libérés prochainement. Vous, sur un plan plus personnel, est-ce que vous regrettez d'avoir aidé ces familles? Ah non, moi j'ai... Et d'être impliqué un peu dans cette affaire? Non, j'ai porté assistance à des 2 pilotes qui n'avaient rien à faire en prison en République dominicaine et qui, dès le début, auraient dû repartir très vite. Dans un instant, on va retrouver Alexandre Darmon. Vous restez avec nous. Hein. Alexandre Darmon, c'est un autre regard sur notre invité. Alexandre. Bonjour Mickaël. Je vous laisse avec Olivier. Oui, monsieur Cadic, bonjour. Bonjour. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. C'est de Nicolas Machiavel. Et je sais que vous aimez les citations, j'ai voulu vous faire plaisir. Et à la lecture de votre CV, cette citation vous résume bien. Vous vous êtes intéressé à tout. Alors on va commencer par le début. Vous vous définissez comme autodidacte et après un bac informatique, vous allez en 1982, à tout juste 20 ans, monter votre entreprise. À 20 ans, on est invincible. À 20 ans, rien n'est impossible. Vous êtes un self-made man, une entreprise dans l'électronique. Vous fabriquez des circuits imprimés. Vous travaillez le jour, la nuit et même l'après-midi pour financer cette entreprise. Et résultat, 7 ans plus tard, votre société monte à plus d'1 million de capital. Alors, monsieur le sénateur, qu'est-ce que ça fait d'être le Bill Gates du Sénat? Je suis assurément pas le Bill Gates. Vous savez, être un entrepreneur, on commence par être humble parce qu'on ne fait rien sans son équipe, sans ses collaborateurs. Donc l'entreprise, c'est une aventure humaine qu'on joue et qui est collective. Et on n'est pas un héros. Alors après l'entrepreneuriat, vous vous lancez dans le journalisme avec un magazine en 1995 sur l'industrie électronique et 1 an plus tard, en 1996, vous décidez de vous expatrier en Angleterre. Vous en profitez pour fonder l'association La France Libre d'Entreprendre pour aider les Français à investir en Angleterre. Alors faites voir,
Effectivement, vous avez un petit côté Emmanuel Macron. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'économie qui dit que la vie d'un entrepreneur est plus compliquée que la vie d'un salarié? Je pense qu'elle a... Oui, sous un certain sens, oui, parce que en fait, la vie d'un entrepreneur ne s'arrête jamais. Lorsque la porte du bureau se ferme le vendredi soir, en fait, elle ne s'arrête jamais. C'est qu'on est toujours pris par son entreprise. On est directement responsable de tout. Donc vous êtes d'accord avec le Et ministre? c'est effectivement, ça peut paraître quand même plus compliqué. Alors vous allez entreprendre en tout cas outre-Manche et cette réussite va vous valoir un titre, pas n'importe lequel, hein, Michael. Monsieur le sénateur, vous allez devenir le Français le plus connu du sud de l'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant. Hein, et puis depuis aussi Eric Cantona, faut quand même bien le dire. Vous aimez la bande dessinée et notamment les tuniques bleues, le Far West. C'est peut-être ce qui va vous donner envie de faire de la politique. En 2005, en grand fan de la bande dessinée, vous tentez de promouvoir les BD franco-belges en Grande-Bretagne. Alors quelle est la dernière BD que vous avez lue? La dernière BD que j'ai lue, c'est Black et Mortimer, je crois. Ah, très bon choix. Bon, moi j'ai lu Titeuf dernièrement. Alors, petite info, vous avez scénarisé des albums sur l'histoire de la reine Margot et votre fille s'appelle Margot. Ma fille s'appelle Margot, oui, effectivement. C'est là qu'on se dit, heureusement que vous n'avez pas scénarisé les BD de Tintin, ça aurait été embêtant pour votre fils. On l'a compris, vous avez donc été PDG, journaliste, scénariste, homme politique, un parcours qui pourrait faire l'histoire d'un film. Vous citez souvent Albert Einstein, alors vous m'arrêtez si je me trompe, n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Alors prochain pari, pourquoi pas le cinéma, vous pourriez tenir le rôle principal dans une nouvelle version de L'homme qui valait 3 milliards, ou pas? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Non. Et vous valez 3 milliards ou pas? À mon avis, non. Pas encore? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, non. Mais de toute façon, je ne crois pas que, vous l'avez dit, repris cette citation qui est importante pour moi, je ne crois pas que ce soit cette valeur économique qui soit importante. Alors quelle valeur est importante dans la vie? Les valeurs humaines, c'est ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un, il vous laisse un bon souvenir quand vous l'avez croisé. Bon, j'espère que je vous aurai laissé un bon souvenir et que je vous verrai au cinéma. Merci, Alexandre, j'espère aussi. Et vous avez laissé un bon souvenir, notre invité? Oui. Ça va? Oui. Plutôt Eric Cantona ou Emmanuel Macron au final? Un mélange de deux, ça peut être pas mal. Bon, Olivier Cadic, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Il est 17h, c'est l'heure